Bonjour, déjà merci pour l'intro. Effectivement, enfin pour aujourd'hui, en discutant, quand on a parlé du format, j'ai pris un peu l'occasion de pouvoir parler de la transformation en interne chez nous, en fait, suite au développement dans le digital, qui nous accompagne depuis très longtemps. Je pense que notre agence, très spécifiquement, on était un peu parmi les premiers à construire des blogs dans les années 90 déjà, et du coup on voit une transformation aussi de l'approche entre architecte, ingénieur, et puis après, maintenant, je pense effectivement dans un champ élargi, aussi avec l'artisanat, ce qui peut nous enchanter tout. Donc du coup aujourd'hui, j'ai pris l'occasion de mettre ensemble c'est plutôt à travers des projets, donc j'essaie. En fait, je vais juste faire un petit intro effectivement sur notre agence. Et puis, j'ai mis une sorte de série de projets qui montrent un tout petit peu sur quelques années qu'est-ce qu'on peut arriver en fait et qu'est-ce qui a changé. Et puis à la fin, j'ai aussi un petit volet qui est la recherche effectivement que je mène avec Versailles. J'enseigne aussi, je suis professeur à Londres aussi, à la Bartlett. Et donc, l'académique et le professionnel commencent à rentrer ensemble. Donc, si j'ai trop de slides, ce qui est probablement vrai, vous me le dites, hein, et puis je vais plus vite. Pardon, juste le titre, en fait, c'est le titre sur notre site, en fait. Et puis, on a eu la semaine dernière une grosse réunion de toutes les agences pour faire un workshop pendant 2 jours. On était tous à Anvers, on a 270 personnes, Bolling Grumman, au monde. Et puis on a parlé de notre amour pour l'ingénierie en fait, et qu'est-ce que ça veut dire dans le futur. Un des mots-clés, c'était sur le sustainability, donc c'est un peu ce qui nous donne envie aussi dans le digital, c'est un des axes de réflexion pour le futur. Ça, c'est les 2 fondateurs qui sont toujours là, et à côté d'eux, on est 9 nouveaux associés, donc parmi moi, donc on est à peu près de même âge, donc c'est la nouvelle génération, dans l'idée où effectivement, ils assurent leur retraite en fait, disons. Mais je pense qu'ils vont rester encore très longtemps à l'agence. Puis ça, c'est un peu où on est au monde. Je viens d'apprendre qu'on a rajouté aussi la Hongrie. On vient d'ouvrir une agence à Budapest. Et puis, on regarde aujourd'hui d'ouvrir une agence en Chine aussi. Donc, avec Xiaoshu, on regarde ça aussi. Bon, donc, ça, c'est les différents sites. Ce qui veut dire aussi, on travaille un peu au monde entier. Donc, à Paris, actuellement, je pense qu'on est 35, 37 personnes. Et puis moi j'ai créé et je gère Paris et Bruxelles en fait. À Bruxelles on a 10 personnes aussi. Donc je suis souvent entre les différentes agences d'ailleurs. Donc ça c'est un peu, enfin vous voyez, donc c'est avec des différents architectes, c'est à New York mais c'est aussi en Corée, donc c'est un peu partout. Donc on fait de la structure et surtout de la façade aussi à Paris. Tous les autres c'est plutôt en Allemagne, donc le complex geometry effectivement et le building physics ça c'est plutôt en Allemagne qu'on fait. Suite à des réunions, des workshops, vous en faites probablement aussi. Mais donc du coup, les gens de l'agence avaient mis des mots-clés un peu pour caractériser notre agence. Donc j'ai pris ces mots-clés et puis j'ai collé des images. Donc je ne vais pas trop commenter, mais c'est des projets qu'on a faits. Et puis c'est les gens de l'agence qui les ont collés un tout petit peu. Donc je ne commente pas trop. Juste pour dire aussi très spécifiquement ce qu'on voit, surtout à notre agence à Paris. Moi je suis ingénieur et architecte. Et à peu près la moitié de notre agence à Paris sont aussi architectes et ingénieurs, en fait, ce qui est peut-être un peu spécifique. Donc vous voyez, on a quelques références avec des artistes, des très petites choses, des très grandes choses aussi. Ça c'est la tour avec Dominique Perrault. Et puis de toute complexité, en fait. Ça peut être, on fait encore des rénovations d'appartements aussi, on fait juste une poutre dans une chambre, ça nous arrive aussi. Et ça nous enchante autant qu'un très grand projet, en fait. Et puis, ce que j'arrive à la fin avec ces références, donc c'est un peu sur le futur, effectivement, que nous, on voudra parler. Et je vous montre, ça c'est notre workshop de la semaine dernière, donc c'est avec mes collègues. Et puis, ça, c'est le mot-clé que j'ai mis en dernier, en fait, parce que c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui, dans le digital, en fait. On a écrit un livre en 2003 qui s'appelle Workflow, notamment, et qui nous accompagne depuis toujours, en fait, parce qu'on a été amené, c'est surtout par les architectes qu'on a été amené à faire des projets, et des projets très compliqués. Peter Cook, Sejima,
Wolf Prix, tous ces gens-là qui nous ont amenés à faire des choses de plus en plus complexes, mais aussi intéressantes, et de construire avec eux. Et donc il y a un dialogue qui est super important pour nous. Même pour tous les ponts qu'on fait, on demande toujours les architectes à nous accompagner aussi. Et ça, c'est un exemple, en fait, c'est en 2004, effectivement, et c'est pour ça que je suis venu en France, pour travailler sur ce projet avec Dominique Perrault. C'est une toiture de 250 mètres sur 50 mètres, juste devant la gare, fait par Luigi Nervi. Et donc, c'est un tranché, en fait, pour le nouveau métro. Le métro n'est toujours pas fini, il aurait dû être fini en 2008. Mais bon, on est en Italie. 2, il y a des Romains partout dans le sol là-bas. C'est à Naples, donc c'est un tout petit peu compliqué. Par contre, la Piazza Garibaldi, elle est à peu près finie. Et donc la toiture, en fait, Dominique avait des idées assez fixes au départ. Et puis dans la discussion, on est venu en fait peut-être un peu, c'est une toiture qui flotte un tout petit peu au-dessus de cette place. Et c'est une sorte de structure qui trouve certains appuis. Très bien, ça c'était la discussion. Et on a pris ça comme occasion pour commencer. Donc du coup, on va la trancher ici et dire, bon, il y a une sorte de tapis volant et maintenant il doit chercher quelques appuis, mais le moins possible, évidemment. Enfin, Dominique en avait 15 en tête et nous on en a fait un peu moins. Et du coup, c'était un peu comme une feuille crispée parce que ça donne de la hauteur structurelle. Comme ça, on pourrait jouer avec. Et on a commencé, donc ça c'était nous en idée, en discutant avec Dominique, et puis on a utilisé le pouvoir de l'ordinateur pour pouvoir le calculer et pour proposer. En fait, on a donné des contraintes au logiciel, de dire, bon, ça c'est le pourtour dans lequel tu peux bouger. Et chaque nœud dans cette résie, il a une valeur, en fait. Et donc du coup, tu dis à une sorte de série non récurrente, comme la série de Fibonacci, que vous connaissez, parce que c'est la section dorée. Donc, tu le mets dessus, et puis chaque nœud, il va le déplacer quelque part, en fait, random. Hein? Du coup, en fait, une fois qu'il l'a déplacé, parce qu'en fait, c'était la complexité, parce que les programmes en structure, vous ne le connaissez pas, mais ils ne parlent pas vraiment à Rhino, en fait. C'est vraiment comme tu as deux agences qui ne se parlent pas. Donc, du coup, tu as un logiciel, tu as un autre. Et du coup, on a tissé des liens pour que ça aille de manière automatique. Donc, il dit en Rhino, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas, enfin, tu te déplaces. Il va le rejeter dans un programme, un logiciel de calcul, et on va le tester sur certaines valeurs. Et on va appeler ça, il peut proposer 10 enfants, disons, dans la première génération. Et puis, des 10 enfants premiers, on va les tester sur leur capacité, une valeur en fait. Parce que pour l'instant, jusqu'à l'époque, les algorithmes génétiques qu'on utilise allaient juste optimiser pour un seul paramètre. Donc par exemple la déformation. Ça veut dire que les 10 premiers enfants, tu vas les tester, ils vont être beaux, mais pas suffisamment bien. Et donc il va en proposer, il va prendre des gènes un peu partout, de ceux qui sont performants, il va les remixer, il fait une deuxième génération. Classiquement, on faisait 1000 générations avec chaque fois 100 enfants. Ça fait des grandes familles quand même. Hein. Donc Par contre, à l'époque, en 2004, ça nous prenait 2 jours pour le calculer aussi. Donc c'est un peu, enfin, maintenant on sait le faire plus rapide. Le truc intéressant, c'est qu'effectivement, avec des paramètres qui venaient d'une discussion, on pouvait aussi le remettre dans une discussion digitale en fait. Donc on allait apporter quelque chose à la discussion globale. Et puis, c'est le workflow entre eux, entre l'architecte, disons, et entre nous, qui se rapproche un tout petit peu. Donc très typiquement, quand il calcule, c'est ça qui se passe en fait. À la fin, ce n'est pas exactement ce qui a été construit. Et ça, c'est bien aussi, voyons. Donc ce n'est pas l'idée que tu fasses une proposition qui soit valable, parce qu'à la fin, tu as un enfant qui est le plus performant. Ça n'existe pas non plus. Donc on livre une centaine d'enfants qui sont aussi performants. Et c'est un peu dangereux aussi, parce que l'agence, à la base, elle est allemande. Et puis, c'est comme tu parlerais des gens avec des cheveux blancs et des yeux bleus. Donc moi, je suis belge, donc j'ai dit il faut qu'on fasse attention avec cette comparaison. Du coup, on a dit il faut qu'on mette suffisamment de mauvais élèves dedans. Parce que si tu les mets sur un île et tu n'as qu'une sorte de gens qui sont dessus, il y a une maladie qui vient, ils vont tous mourir en fait. Et c'est exactement, en fait, dans les algorithmes génétiques, c'est exactement ça qui se passe en fait. Il y a eu des optimisations, et puis depuis 10-15 ans, on travaille là-dessus. Et c'était très manuel, en fait, en quelque sorte. On a tout scripté en Visual Basic nous-mêmes.
Puis finalement, on a construit ça, parce que l'intéressant, c'est on est revenu avec ces propositions que Dominique a regardées, il les a construites en maquette. On est revenu, on a refait des choses. Lui, il a refait des choses, et puis il a fait un autre croquis, et c'est devenu un autre projet encore. C'est ça qui est intéressant, en fait. Donc, dans cette naissance, enfin, par le biais aussi d'amener des nouvelles propositions, il y a une discussion qui est plus ouverte, qui est peut-être plus horizontale. Et si on utilise tous les mêmes outils, parce que finalement, pour nous, c'était utiliser Rhino, qui a été utilisé par tout le monde. Et donc, cette genre d'horizontalité dans la discussion, c'est un tout petit peu ce qui nous intéressait dans le workflow, en fait. Et puis, depuis ce workflow, donc, c'est réalisé, on a commencé à penser, parce on faisait déjà beaucoup de scripting, mais tout était un peu libre. On avait toujours 3-4 différents programmes qu'on devait manager. Un tout petit peu comme tu as une équipe de maîtrise d'œuvre où tu as une dizaine de personnes. Comment tu fais? Vous faites des réunions. Et puis finalement, on a fait pareil avec les logiciels qui existaient en fait. On a créé notre propre logiciel qui s'appelle Caramba 3D. Donc pour ceux qui utilisent Grasshopper, c'est un logiciel qui est plugué sur Grasshopper. Et puis Octopus. Pour les noms, ce n'est pas moi qui ai choisi. Dans Grasshopper, c'est logiquement, normalement, tu prends des noms des animaux, en fait, un tout petit peu. Et donc, du coup, en fait, pour éviter qu'on doit aller chercher dans tous les programmes, c'est open source, donc c'est utilisable par tout le monde. C'est pour aussi favoriser la discussion. À l'époque, on avait beaucoup de projets avec Zahadit. Et donc, c'était pour vraiment faciliter cette discussion aussi, en fait. Et qu'on arrive à des nouveaux concepts. On peut se laisser inspirer. Et l'avantage avec Octopus, par exemple, c'est multicritères. Ça veut dire, à l'époque, on optimisait pour une valeur, genre la hauteur, des choses comme ça, ou la masse d'acier, des choses comme ça. Mais tu pouvais juste optimiser pour une seule valeur. Et puis, notre collègue Robert Vierlinger a créé un logiciel Octopus qui fait effectivement pour beaucoup plus de critères. Donc, ce qui arrive aujourd'hui dans nos projets, des fois, c'est effectivement, dans une discussion avec le building physics, on va aussi rajouter une valeur qui est sur la lumière ou qui est sur l'organisation de l'espace. Et donc, du coup, dans l'utilisation, donc, enfin, ce qui était intéressant pour nous, on venait de cette image-là. Enfin, ça, c'est Peter Cook, non? Peter Cook a gagné le concours avec une maquette. Il n'avait même pas dessiné en 3D le projet, parce qu'il ne savait pas le faire. Donc, du coup, enfin, nous, on a scanné la maquette et on a commencé à travailler sur Rhino, la version bêta, en 98 là-dessus. Et c'est assez intéressant parce que finalement, c'était un approximatif. Donc, c'est très analogue, en fait. Tu vas le trancher, tu vas mettre des poutres dedans et en fait, tu dessines en 3D. Ça, c'est ce que tout le monde faisait dans les années 90 encore. Tu avais déjà un peu Maya, où tu faisais déjà plus de paramétrique. Et effectivement, logiquement, le paramétrique est venu. Finalement, ça a été en Rhino remplacé par Grasshopper. Tu as des algorithmes génétiques. Et puis nous, on a Caramba 3D et Octopus. Pardon. Et nous, évidemment, ce qui nous... comment je fais? Ce qui nous intéressait, c'est effectivement, je l'ai utilisé l'autre jour aussi avec des élèves qui avaient des lunettes, en fait, Google Glasses. Et donc, du coup, ils avaient modélisé un espace et tu marchais dedans. Et en même temps, on a mis notre logiciel de calcul dessus. Et tu voyais en temps réel, tu marchais dans une structure qui était en train de bouger sous les charges des gens qui marchaient virtuellement dessus, en fait. Et donc, du coup, nous, parce que ça, c'est tout Rhino, en fait. Hein, c'est la surface Rhino, si vous voulez l'utiliser. C'est assez simple. Mais ce qui nous intéressait, nous, évidemment, comme ingénieurs structure, c'est de voir les logiciels pour optimiser. Il y a des optimisations qui sont du côté matériaux, qui sont côté masse. Et nous, c'est plutôt la topologie, en fait. Et donc, du coup, nous, on parle en interne d'un dessin informé, en fait. Donc, tout d'un coup, même si la proposition était à la base différente, on va essayer de le changer, en fait. Et on va regarder une poutre. On a trouvé que des poutres treillis classiques ne sont pas forcément la meilleure réponse, par exemple. J'ai ramené, donc ça c'est un tout petit peu aussi,
On va regarder par rapport à la fabrication, qu'est-ce qu'on peut mieux faire. Donc des choses pour l'optimiser. Les matériaux, si c'est du béton, évidemment, tu veux avoir tout en compression. Et puis aussi le form finding qui, pour nous, en des structures avec des toiles, est assez compliqué en fait. Et du coup, j'ai amené deux exemples parce que ça peut paraître un tout petit peu loin de nous en fait. Donc je me suis dit, je vais quand même montrer deux exemples. Je vais les parcourir assez vite parce qu'en fait, je veux arriver par ce biais-là à ce qu'on l'amène aussi à la fabrication en fait. Parce que c'est ces outils-là qui nous ont amenés à réfléchir beaucoup plus, à implémenter aussi toutes les complexités qui sont du chantier, qui sont des gens qui vont réellement faire le projet. Donc peut-être vous l'avez vu, il y a Ido Avissar avec Hideyoki Nakayama qui ont fait un projet en Belgique qui est 400 mètres carrés, un budget de 600 000 euros, donc 1500, donc c'est un projet culturel où il rassemble des gens qui restent pendant un an sur le site. C'est vraiment au désert en Belgique en fait. Hein. C'est loin de partout en Belgique en fait. On peut dire que la Belgique c'est pas très grand, mais là c'est vraiment loin aussi pour tout le monde. Mais enfin dans le village il y a quand même 4 friteries, donc ça va. On n'est jamais perdu en Belgique. Enfin. En tout cas le concept, donc c'est pas une friterie, hein, donc c'est pour de l'impression. En tout cas, le concept, c'est très simple. C'est un cercle et puis après, il fait des découpes dedans. C'est comme un grand gâteau où il y a des gens qui ont commencé à manger un tout petit peu des bouts, en fait. Et chaque fois, au paysage, il laisse des fenêtres ouvertes. Mais à l'intérieur, c'est une grande espace, en fait. Mais ça fait que tu as à peu près... Tu as des espaces de différentes tailles que tu peux utiliser d'une ou autre manière. Et donc, du coup, en fait... par juste la découpe, tout le monde peut se retrouver un tout petit peu. Mais ça reste, tout le monde se voit aussi en même temps. La complexité, c'était la toiture pour trouver quelque chose qui rassemble quand même tout le monde. Et l'architecte japonais avait proposé une toiture en béton, une coupole. Mais pour 600 000 euros, on ne savait pas le faire. Donc j'ai dit non. Et donc j'ai dit, c'est peut-être mieux en bois. Et pourquoi pas en bois sans adjuvant, sans collant, donc en bois massif, pour que ça soit écologiquement mieux. Après, je dois avouer, je n'étais pas au courant qu'en Belgique, l'utilisation de bois, ils ne sont pas si bien que ça, en fait, en Belgique. Donc, ça nous a pris un peu. Et finalement, pour retrouver un concept assez basique, qui est basé sur des choses de Léonard de Vinci, donc c'est des poutres réciproques, mais on l'a complexifié un tout petit peu. Donc, la base est assez simple, mais on est venu à faire ça à peu près. Et ça, pour le gérer, effectivement, à la fin de l'histoire, donc ça c'est un tout petit peu l'idée où tu as des séries d'enfants, donc ça c'est la première génération, et on a testé tout en fait. La hauteur de la toiture, qu'est-ce que ça joue comme influence, les découpes, les axes, combien de nœuds en fait, parce que dans le bois, ce qui coûte cher, c'est les nœuds. Et le système avec les poutres réciproques, c'est intéressant parce que tu peux visser depuis derrière en fait. Tu n'as pas besoin de faire des gros nœuds en acier. Donc tu as juste deux vis, pour le faire. Et du coup, on a testé, je pense à la fin, on avait 1,5 million variantes qu'on a testées avec l'ordinateur. Et c'est assez bête, mais par exemple là, c'est pour voir combien d'étages on a et un tout petit peu l'angle entre les différents. Donc la longueur totale, donc finalement, c'est comme ça. Donc dans l'axe ça c'est que pour 3 critères, mais donc le nombre, la quantité linéaire, la déformation maximale et la taille de la plus grande poutre, par exemple. On peut rajouter des critères, mais ça c'est à peu près ce que nous on fait. Et puis les mêmes fichiers, on a utilisé pour faire les plans d'exé en fait. Donc tous les plans de fabrication sont sortis du même logiciel en plus. Donc ça c'est un tout petit peu à nouveau dans le workflow et c'est là ça commence à être intéressant comment tu parles avec la personne qui va les réaliser aussi. Donc ça donne un peu ça, donc ils l'ont réalisé à peu près de la même façon, parce que notre idée aussi, c'était que les gens puissent ramener des petits bouts, que ça pèse pas lourd, parce que des poutres de 10 mètres, enfin tu dois le porter avec une grue à la limite. Là, c'est des petits bouts. Bon, pour autant, l'entreprise l'a réalisé en plusieurs grands morceaux, ils l'ont placé directement. Ça donne à peu près ça, donc les nœuds sont assez simples finalement. C'est pas simple pour le calculer, mais ça c'est un peu les espaces. Et ça, c'est une photo que j'ai fait avec mon téléphone. Et c'est assez fou, en fait. Et tu perds un tout petit peu, mais ça donne cette continuité de la toiture. Tu as une grille qui rassemble tout, en fait.
Donc ça, je pense pour l'architecture, c'était exactement ce qu'ils cherchaient. Et du coup, on a un autre bâtiment où on l'a appliqué un peu pour ce workflow. Ce qui est intéressant là, bon, je ne parle pas de l'architecture du bâtiment, c'est à Liechtenstein. Ça coûte une fortune, donc ce n'est pas le même budget. Et je n'ai même pas le droit de le dire combien ça coûte. On était très tôt avec Brian Cody, qui est un energy designer assez connu en Autriche, avec qui on a travaillé sur l'école centrale aussi. Et lui, il a mis en place des concepts pour différents lamellas, par exemple, qu'on a mis dans le concept. Et puis aussi, l'architecte avait cette idée de la maison domino, mais déplacer les poteaux pour qu'ils puissent aussi, en fait, faire le contreventement du bâtiment, et puis deuxièmement, aussi pour limiter les espaces. En fait, tu ne peux pas avoir, enfin, si vous auriez un poteau là au milieu, ça serait un peu chiant, non? Donc du coup, c'est quelque chose que tu cherches. Donc avec l'architecte, on avait regardé les interdépendances programmatiques. Une cuisine, tu veux l'avoir plus proche de la salle de séjour, par exemple. Donc toutes ces interdépendances sont entrées dans le matrix pour enfin commencer à trouver des placements possibles pour les poteaux, en fait. Et donc, en fait, ce qu'il fait, donc il va chercher, par exemple là, vous voyez les générations, il va chercher par rapport au lieu où est-ce qu'il est le mieux placé, en fait. Et puis, pardon, je n'ai pas ramené les photos de la réalisation. Par contre, c'est déjà construit, en fait. Donc, il faudrait que je montre parce que les photos sont très beaux aussi. Mais en fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste sur la structure, c'est aussi à nouveau pour rentrer, si vous parlez chacun d'entre vous à ses propres paramètres, en fait. Vous êtes né, vous avez appris certaines choses aux écoles et vous ramenez dans chaque projet vos propres paramètres. Et ce qu'on fait avec l'ordi, c'est de pouvoir les extraire et peut-être nous surprendre nous-mêmes, en fait, sur cet effet. Après cette phase, donc on est encore c'est juste l'optimisation, c'est presque encore structurel, c'est très visuel. Ce qui était intéressant sur un projet, on a commencé à travailler avec RDAI, Renat Dumas Architecture Intérieure, en 2008. Et le premier projet, c'était en même temps, c'était à Shanghai en premier, et puis à Paris, Hermès Rive Gauche. Et à l'époque, l'histoire que je vais vous raconter, ce sont 4 projets en fait, in fine. Donc et c'est à chaque fois avec Renat Dumas, architecture intérieure, et c'est toujours du bois, et c'est toujours du bois double courbure. Et en fait, avec le premier script, donc c'est Hermès Rive Gauche, est-ce que j'ai l'image? Non. Bon, c'est à peu près ça les volumes pour ceux qui vont acheter chez Hermès, c'est pas moi, mais vous connaissez les lieux peut-être, c'est à côté de l'hôtel Lutetia. Qui vient de réouvrir, je pense. Et c'était intéressant, c'était en 2008, effectivement, où on cherchait une méthode de la fabrication. Pour être honnête, RDAI nous avait donné un JPEG de ce qu'ils voulaient avoir. Donc on a fait tout le module et tous les volumes nous-mêmes, en 3D d'abord, et puis on a commencé à tisser les lattes. Il y a une série de paramètres qui sont énormes, en fait, pour l'optimisation de la positionnement des lattes. Et en fait, comment produire ces lattes? Ils sont en double courbure, ils sont tous différents. On a 7500 différents lattes qui font entre 5 et 12 mètres. La première, c'était de dire, est-ce que déjà on peut, parce que c'est Hermès aussi, donc du coup, on veut avoir la même nervure partout. Donc on s'était dit, la meilleure solution, c'est de trouver des arbres qui sont suffisamment hauts et droits pour qu'on puisse découper toutes les lattes de ces arbres-là. Bon, ça c'était le premier problème, parce qu'effectivement, c'est des arbres qui font entre 200 et 300 ans. Ça coûte un peu cher pour vraiment mettre à plat tous ces arbres. Donc on avait abandonné un peu ça. La deuxième, par contre, pour avoir la continuité de la nervure, on voulait avoir une section seule, massive. Les sections qu'on avait calculées, c'était 42 par 16 mm. Non, 16, pardon. 42 par 60. Et du coup, c'est des sections rectangulaires qui bougent dans tous les sens. Donc, comment tu fais pour le bouger? Vous êtes tous français. Donc, normalement, la première réaction, c'est de le faire comme les frères Tonnet. Tout le monde l'avait en tête, je sais. Et du coup, nous aussi, on voulait l'avoir comme les frères Tonnet, de le faire à la vapeur.
Et Hermès, on avait trouvé quelqu'un en France de le faire aussi. Il avait une usine à côté de Paris. Et son usine n'était pas suffisamment grande. Et puis, pour la production, dans le délai, on n'était pas sûr en fait. Hermès s'était déclaré prêt à construire une nouvelle usine pour lui, pour faire le truc. C'est beau, hein, c'est l'histoire. C'est là où la fabrication rentre dans l'histoire, voyons. C'est d'une façon Hermès. En tout cas, donc, ils étaient prêts, mais finalement, l'argument qui tue dans un business de vente, ce sont les délais. Et donc, ils ne pouvaient pas tenir les délais. Et donc, du coup, on a dû abandonner cette stratégie. Ce qui était un peu malheureux, en fait, parce que du coup, bon. Et finalement, on a trouvé, donc du coup, on a cherché d'autres méthodes. Il y en a plein, en fait. Tu peux juste prendre un bout de bois et puis le fraiser, bam, et tu le fais. Mais tu perds beaucoup de qualité structurelle, en fait, parce que tu coupes dans les nervures. Donc, du coup, tu fragilises, en fait, ton bois. Plus tu le vois aussi. C'est assez moche parce que tu arrêtes les nervures. Donc, ce qu'on a dit, on veut avoir cette complexité que ça soit courbe. On ne va pas le faire en lamelé collé parce que vous voyez, le lamelé collé sur le côté, c'est assez moche. Hein, donc, on ne voulait pas avoir ça. Donc, c'est un peu un entre-deux où on a finalement, pour faire les 42 mm, ces 3 lattes qui sont superposées, en fait. Et que tu colles ensemble, donc c'est collé. Mais tu vois que 3 et tu vois quand même la continuité. Et maintenant, pour faire cette double courbure qui sont tous différentes, on était des mathématiciens débutants, disons. On m'a dit, bon, comment tu fais une double courbure? C'est simple, c'est 2 simples courbures que tu fais ensemble. Et c'est un peu vrai, en fait. Si tu prends une plaque de bois, tu peux couper dans la plaque, puis après tu prends la latte et tu la courbes. Donc tu as 2 courbures. Et après, pour effectivement marcher sur toute la surface, tu dois le tordre aussi. Et c'est là où c'est intéressant, parce que du coup, par la fabrication, comment tu vas le fabriquer, tu dois remettre tout ça dans l'algorithme en fait. Donc l'algorithme de base prend en compte la torsion maximale du bois que tu peux arriver avec un boulon qui faisait 6 mm. Donc tu dois déjà calculer ton détail. Tu remets le maximum d'effort dans ton modèle de base que tu as commencé à faire au début de la conception et tu recalcules tout et il repositionne tous les lattes sur la surface en fait. Et c'est là où c'est assez intéressant en fait. Petit détail, enfin, parce que vous n'allez pas voir sur site, vous ne voyez pas les boulons en fait. Donc il y en a, parce que c'est eux qui reprennent un couple de moments en fait. Mais il y a des bouchons, donc tu peux en bois, enfin tu peux l'extraire. Donc c'est tout coupé avant le collage, tout numérique. Donc il enlève ça. Il y a un mec pendant 3 semaines qui a juste remis les bouchons sur site en fait. C'est pas mal. Mais en fait, la technique était intéressante parce que c'est digital. Et en fait, ce qui est très beau dans le bois, c'est que toutes les entreprises bois, ils ont une connaissance énorme de cette technologie paramétrique et l'approche digitale. Parce que depuis toujours, quand vous transformez le bois, vous le faites avec quoi? Vous avez toujours des outils. Et les outils, ils sont tous robotisés depuis des années, en fait, dans le secteur de bois. Ils ont tous optimisé déjà leur scierie, leur truc. Et donc, du coup, tu as une masse de connaissances. La personne qui signait le contrat pour ce projet de Holzbau Ammann, c'est le même qui venait penser le truc, c'est le même qui gérait des modèles 3D, c'est le même qui regardait le robot si tout était bien mis dedans. Donc, vous voyez, en fait, on va découper, on a tous les courbures, ça c'est tous les paramètres. Et en fait, très vite, on va voir comment... C'est un peu lent, mais donc du coup, on n'était pas encore un Grasshopper, donc c'était tout Rhinoscript, donc c'est un peu manuel en fait, hein, c'est vraiment beaucoup de lignes de code en fait. Donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps et on devait le faire pour chaque module un tout petit peu en fait. Et enfin, ça nous a servi aussi pour optimiser du coup avec le fabricant, parce que ce qu'on a découvert avec ce projet-là, c'est qu'en quelque sorte, je pouvais prendre en main le robot chez le fabricant. Parce qu'en fait, je connais le G-code, donc le code exact avec lequel il travaille, c'est un langage de chaque robot. Et en fait, je peux intervenir directement. Donc nous, notre intérêt, c'était de dire, si je fais déjà un projet, je prends tout en main. Comme ça, je n'ai pas le problème qu'il y a quelqu'un qui merde à la fin. Je ne suis pas entreprise, mais enfin, j'écris tout. Et donc du coup, ça c'est réellement, c'est la beauté en fait avec les structures en bois.
Enfin, eux, ils ont des compétences aussi, donc ils rajoutent, enfin, finalement, ils le prennent en main eux-mêmes. Mais on peut regarder d'optimiser la positionnement des lattes. Bon, ça, c'est le projet fini. Le deuxième, et je vais aller un peu plus rapide là-dessus, mais on en a fait plusieurs en fait. Le deuxième, comme on ne voulait pas faire la même chose avec RDAI, on leur a fait 46 propositions nouvelles. Ils n'en ont pris aucun. Bon, ça arrive. Hein, donc, et puis finalement, ils ont fait une sorte de réadaptation du premier, sauf que c'était à l'extérieur, ce qui est beaucoup plus compliqué pour le bois. Donc c'est à Cleveland, Ohio. Déjà, évidemment, ce n'étaient pas des entreprises américaines parce qu'ils ne savent pas le faire. Donc c'était des entreprises européennes. Juste pour le bois, si vous faites des projets à l'étranger, les Européens sont juste plus loin que d'autres en fait. Donc et il faut le traiter contre la neige. C'est juste un petit pavillon pour le pique-nique. Et c'est pas protégé contre la pluie. Hein. Mais quand il y a beaucoup de neige, ça va. Donc il y a 2 mètres de neige qui peut tomber dessus. Donc ça aussi, c'est une contrainte. En tout cas, donc, on développait, parce que sur celui-là, les coupes étaient encore un peu plus complexes. Donc on l'a aussi découpé dans l'autre direction. Sur le premier, on l'a que coupé dans une sens. Dans le deuxième, on avait déjà trouvé une autre façon. Un troisième, et c'est juste un garde-corps. Et donc à chaque projet, on apprenait. Et ça c'est 2014, je pense, ou quelque chose. Donc à chaque projet, on apprenait. Après, c'est en Russie, c'est vraiment très compliqué. L'adresse est magnifique. C'est 1 place Red Square. Donc c'est comme adresse. Et si vous êtes à Moscou, c'est une halle un shopping mall qui est fait par l'ingénieur structure aussi Choukhov. Et si vous connaissez Choukhov, il a fait des tours de télévision, des antennes qui sont magnifiques en fait. Et donc bon, c'était un peu un honneur pour nous de travailler là-dedans. Et c'est à chaque fois, il faut imaginer bien qu'ils font vraiment un montage à blanc, ils courbent tous les lattes individuellement avec des serre-joints sur une moule en fait. Hein. Ils le reconstruisent après, ils poncent 5-6 fois. Donc c'est assez lent le procédé quand même. Mais comme ça, on savait aussi le faire sur des longueurs, parce qu'en fait, naturellement, au bout d'un moment, tu vois les lattes continuer. Donc ça, c'est l'escalier, parce qu'il y a des porte-à-faux de quand même 4-5 mètres, et ils sont toujours structurels, les lattes aussi, en fait. Et puis finalement, en 2018, on travaille sur ça, c'est en exécution en ce moment. Et puis, par la forme, c'est le plus complexe qu'on a déjà fait, parce qu'il y a un tressage qui est assez compliqué. Les courbures sont énormes en fait, et puis du coup on avait peur d'aller retomber dans les mêmes techniques, et ça fait 10 ans qu'on essaye de pousser quand même à le faire différemment. Pour être clair, il y a 1 an, on a fait avec des étudiants de la Villette aussi, un pavillon partiellement dans notre agence, où ils ont construit des étuves pour courber du bois avec de la vapeur. Donc on a repris le processus en main, et ça fait 10 ans qu'on voulait faire ça. Et heureusement, finalement, ils l'ont fait. Donc Hermès est en train de construire. C'est une entreprise qui fait des bateaux, en fait. Et donc, ils courbent vraiment les lattes, chacun individuellement, sur la forme qu'on a définie, en fait. Et l'avantage structurel est énorme, parce que tu n'as pas une perte structurelle par la découpe des fibres. Les fibres sont tous dans le même sens. Donc pour nous, c'est que de l'avantage. Ça prend quand même un peu de temps, hein, mais... Et puis du coup, en fait, ce qui m'intéressait sur ce procédé-là, c'est effectivement comment on ramène la main-d'œuvre, la fabrication, jusqu'à la conception, qui est le même modèle où on gère tout, en fait. Un modèle digital où on se retrouve sur une plateforme très horizontale entre tout le monde, en fait. C'est vraiment un autre job, hein. Je sais pas, enfin... Donc c'est en cours en fait, j'ai pas des photos encore du projet fini, mais donc ça c'est un tout petit peu ce que typiquement avec le bois, ce qu'on peut faire et ce qu'on arrive à faire avec d'autres projets aussi en fait, si c'est du béton, si c'est d'autres choses. Maintenant si je fais un saut, donc actuellement dans notre pratique en fait, comme on est à l'agence aussi, même à Paris, on a 7 personnes qui enseignent.
Donc on travaille sur plusieurs choses en fait. On fait de l'impression 3D, et puis avec Christian aussi, on a plusieurs idées encore qu'on veut essayer. On travaille aussi avec d'autres. Sur le bambou actuellement, il y a sur d'autres projets pour l'optimisation du graphique en fait dans la lecture des efforts, ou encore sur l'intelligence artificielle où on a des choses en cours. Et c'est un tout petit peu, ça vient effectivement d'un input académique. Pourquoi je le montre? Parce que typiquement, je donne un workshop qui s'appelle Intelligent Fabrication, qui part du principe, en fait, il faut savoir les matériaux, il faut savoir les transformer pour donner ça comme information au modèle digital pour pouvoir faire une nouvelle conception, en fait. Donc c'est un peu à l'ère digital fabrication, je pense, pour donner des inputs aussi à notre conception. Du coup, c'est quelques workshops, il y en a d'autres en plus, en fait, que j'ai fait. Je ne montre pas le premier que j'ai fait parce qu'il s'est écroulé après 2 jours. Donc c'est toujours bien aussi, hein, on apprend beaucoup en fait. On l'avait prédit qu'il allait s'écrouler aussi, mais bon, c'est toujours un peu douloureux. Mais du coup, enfin pour ceux qui ont vu au Palais de Tokyo, il y avait une expo de Thomas Saraceno, avec qui on travaille beaucoup ensemble. C'est un ancien élève de Klaus Bollinger. Donc du coup, il y a une relation, enfin on parle beaucoup de spiders entre nous. Et du coup, depuis cette recherche, actuellement, on fait une approche de l'intelligence artificielle pour apprendre à nos logiciels de reconnaître directement des croquis de Thomas pour pouvoir les mettre dans des schémas, puis aussi de ramener des connaissances externes, en fait. L'ordinateur doit apprendre par des résidus de câbles d'araignées, et pour pouvoir les remettre dans des schémas structurels en fait. Donc on doit travailler avec des biologues parce que Thomas, il a la collection la plus grande au monde de toiles d'araignée et il les scanne sur un niveau incroyable avec des labos à Berlin. Donc on peut réellement travailler là-dessus en fait. C'est un peu lent, donc je vais juste montrer les images. Ça c'est typiquement un workshop, il y a 160 étudiants, donc c'est un tout petit peu... Et c'est 1 à 2 semaines, donc c'est un peu lourd. Ça, c'était, enfin, il faisait -5, donc mes étudiants n'ont pas beaucoup travaillé à l'extérieur. Et c'est les gens de mon agence qui ont construit l'échafaudage. Donc pour la recherche, il faut toujours travailler un peu dessus. Hein. Bon, finalement, je vais être très court là-dessus. Ce qu'on essaye de faire, normalement, notre algorithme travaille sur un seul matrix avec des différents paramètres. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de travailler sur un matrix d'un matrix. Hein, donc on va rassembler une multitude de matrices. On travaille actuellement sur le module individuel. Et tout ça doit rester dans l'ordinateur pour que dans les projets que vous allez faire dans les prochains 50 ans, il utilisera encore les connaissances qu'il a eues au début. C'est-à-dire on essaye de se rapprocher de ce que vous faites comme humain en fait. Vous avez vu des choses, vous avez appris des choses, et puis lui aussi. Il va tourner, il va les réutiliser. C'est l'idée en tout cas. Hein. Donc je ne reste pas très longtemps dessus. Et puis le dernier, parce que ça c'est celui de cette année. Et à nouveau, c'est les étudiants, c'est mes collègues à Vienne, les collègues à Paris, les collègues à Berlin. On fait toujours un petit rassemblement des collègues qui travaillent là-dessus. C'est assez marrant, c'est un produit très basique en fait. C'est Concrete Canvas. C'est des matelas en fait qui sont imprégnés de ciment et qu'ils utilisent pour faire des fonds de petits fleuves en fait qu'ils doivent retravailler. Ils le mettent au sol, ils le mouillent et du coup le ciment devient raide. Et donc du coup ça te donne un fond en fait. En quelque sorte c'est structurel, tu peux faire des pavillons avec, personne ne le fait. Et ça vient sur des gros rouleaux en fait, c'est à peu près 1,50 m de large. Et puis ici en fait avec le CITA à Danemark, et puis avec la Angewandte à Vienne, on a travaillé sur des tissages. Donc il y a des scripts qu'on a inventés pour ça, qui sont notamment là-dedans, pour essayer à ce que ces strips de béton deviennent aussi un vrai volume en fait, et que tu peux les tisser dans des formes qui font du sens. Donc, et ce qui est beau en fait, quand on regarde, ça donne toutes différentes formes en fait. Hein. Là, par exemple, c'est juste le tissu. Ils ont mis des petits stries dedans, les étudiants. Ils l'ont mis à l'envers. Ils l'ont mouillé en fait. Et puis il a fait cette forme sous son poids propre.
Et on voit structurellement, c'est assez intéressant parce que ça donne la somme de petits arcs en fait. Donc mes étudiants doivent aussi le modeler entièrement structurellement. Donc dans les logiciels dont on vient de parler. L'intéressant, c'est qu'ils ne savent pas forcément le faire. Mais nous, on est là et puis on apprend aussi en fait avec eux et puis on tombe sur de nouvelles choses. Et par exemple, ce que je trouvais particulièrement intéressant, c'est de donner forme par le tissage. Parce que tout tissu que vous avez, juste par la découpe, si quelqu'un fait des vêtements, par exemple, quand on regarde la coupe d'un costume, c'est uniquement par la découpe ici du bras que vous allez créer cette forme ronde, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez un tout petit peu, ça donne cette... Et donc, c'est très intéressant pour revenir à la forme dans l'architecture, le volume, et de le remettre à quelque chose que tu pourrais tisser ou juste par la découpe, en fait. C'est assez compliqué, finalement. Mais ces étudiants ont essayé, et donc, du coup, ils trouvent des formes qui vont vers le haut, vers le bas, des tressages. Et je pense qu'il y a 2 vidéos, c'est ça? Ouais. J'espère qu'ils ne sont pas trop longs. Mais du coup, on a construit quelques pavillons. Ben, c'est une semaine, hein, donc le plus grand faisait, je pense, 15 au sol, 4-5 mètres de haut. Et puis, donc ça, c'est les modèles de calcul que les étudiants font. Bon, pas tout fonctionne aussi, hein, mais donc ils essayent de... Ça, je trouve, c'est quelque chose qu'on doit continuer encore, en fait, parce qu'on voit des idées qu'on n'a pas encore eu le temps de retravailler. Et ça, c'est les étudiants qui ont donc fait cette... Bon, je ne vais pas montrer tout. Et celui qui... Par contre, c'est assez dur pour les étudiants, parce que vous allez voir dans la vidéo, c'est que les rouleaux de ciment, ils viennent de 1,50 m à peu près. Ils devaient le découper à la main avec des cutters. Et du coup, bon, ils avaient tous des masques, hein, mais bon, ils étaient pleins de ciment. Et les bandes, vous voyez, ils ne sont pas rigides en fait. Hein. Et l'école était assez... Enfin, il y avait beaucoup de ciment partout en fait. Et bon, enfin, pendant ces études, en fait, finalement, il restait debout sans aucune aide en fait. Par contre, on a dû le découper 3 jours après, en fait, parce qu'il y avait la biennale d'architecture à Versailles, en fait. Et puis l'idée, donc du coup, en fait, par les projets que je viens de montrer, ce qu'on retrouve, nous, comme ingénieurs, quand j'ai commencé il y a 17 ans à l'agence, où on était très analogue en quelque sorte encore, on scannait le modèle physique de Peter Cook pour le découper dans l'ordinateur, pour aujourd'hui revenir vraiment sur le niveau où on fabrique en fait et on rentre ces datas en fait pour revenir à la conception. C'est ce workflow en fait entre les différents qui nous intéressent un tout petit peu. Et dans nos projets de recherche, c'est effectivement ce qu'on retrouve. Et puis il y a plein de gens actuellement dans la fabrication qui sont vraiment intéressants aussi. Donc tous ceux qui font du bois, il y a une connaissance énorme, mais même en béton, dans l'impression 3D, il y a des choses à découvrir. Enfin, c'est peut-être pas le meilleur écologiquement, mais bon, c'est peut-être mieux que le béton classique. Et toutes ces choses-là reviennent un tout petit peu comme information et des statuts un peu hybrides en fait aussi. Les gens d'Extri avec qui on parle sont partiellement des architectes, mais en fait, ils ne sont pas entreprises, ils ne peuvent pas vraiment construire eux-mêmes, mais ils ne peuvent pas être architectes non plus. Et je pense qu'il y a un futur dans cette hybridisation en fait, de tout notre métier. Et évidemment, pour nous, c'est le débat le plus horizontal possible. Et actuellement, on a trouvé qu'il y a beaucoup qui passent par ce nœud de digital aussi. Donc c'est un tout petit peu là où on peut jouer aussi. Bon, je pense... Ah, juste une annonce, si jamais quelqu'un est à Berlin la semaine prochaine, je l'ai organisé à Versailles il y a 2 ans. Il y a un Design Modeling Symposium qui parle aussi beaucoup de ce rapprochement entre ingénieurs et architectes, de la modélisation complexe, mais aussi de la lumière, des choses comme ça en fait. Donc si jamais vous êtes là, donc vous êtes le bienvenu en fait. Et puis ça c'est fait.